tout le monde, bonjour les élèves. Dans cette nouvelle vidéo, dans la deuxième partie de la leçon des noyaux, masse et énergie concernant le programme de deuxième année bac, la chimie. Donc, d'après la première partie, on a parlé de l'équivalence masse et énergie et encore on a parlé de l'énergie de liaison. Donc, pour la deuxième partie de cette leçon, on doit parler du bilan énergétique d'une transformation nucléaire. Comment on détermine le bilan énergétique d'une transformation nucléaire? Donc, le bilan énergétique d'une transformation nucléaire. Faisons premièrement un petit rappel de la loi de conservation ou bien la loi de Sodé. Au cours de réactions nucléaires, il y a une conservation du nombre de nucléons, il y a la conservation d'un nombre de charges électriques et encore la conservation de l'énergie. Soit une transformation nucléaire d'équation de désintégration suivante, x1 A1 Z1 plus x2 A2 Z2 se transforme en x3 A3 Z3 plus x4 A4 Z4. C'est quoi la conservation de nombre de nucléons? C'est-à-dire que A1 plus A2 égale A3 plus A4. Donc A1 plus A2 qui est le nombre de nucléons dits réactifs égale le nombre de nucléons pour dits produits. Même chose, la conservation de nombre de charges électriques, Z1 plus Z2, donc le nombre de protons de premier noyau plus le nombre de protons pour le deuxième noyau des réactifs égale la somme des protons des produits X3 et X4. C'est-à-dire Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4. Le bilan énergétique. Dans ce paragraphe, on parle d'une façon générale. Le système cède au milieu extérieur une énergie qu'on peut déterminer par plusieurs méthodes. Donc, on aura plusieurs méthodes pour déterminer l'énergie ou bien libérée par un noyau ou bien une transformation nucléaire. Comment on la détermine? Donc, la première méthode, on utilise les masses des produits et des réactifs. Au cours d'une réaction nucléaire, la masse des réactifs est toujours supérieure à la masse des produits formés. Cette perte de masse est convertie en énergie libérée. Son expression donc est, on peut écrire E libéré ou bien delta E, l'énergie libérée par une transformation nucléaire égale la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, le tout fois C carré. Donc on utilise la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, le tout fois C au carré. Donc c'est la première méthode. Pour cette méthode, on utilise des masses des produits et des réactifs pour déterminer l'énergie libérée par une transformation nucléaire, c'est-à-dire l'énergie libérée par un seul noyau. Exemple, le radium 226 se désintègre en radon 222. Cette désintégration s'accompagne de l'émission d'une particule alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium, He42. Premièrement, écrire l'équation de cette désintégration radioactive. Deuxième question, calculer la perte de masse observée lors de cette désintégration. Troisième question, calculer l'énergie libérée lors de cette désintégration en MeV. Donc, on peut encore déterminer cette énergie libérée en utilisant l'unité dans le système international qui est la joule. Mais dans ce cas, on utilise seulement la MeV. Les données, la masse de radium égale 225,9770 U, unité de masse atomique. La masse de radon égale à 221,9702 une unité de masse atomique. Et encore la masse de l'hélium ou bien de la particule alpha
égale à 4,0015 U. Donc, répondant à la première question, donc l'équation ou bien la réaction de l'équation de la désintégration de la réaction de désintégration, faut respecter la loi de la conservation. Donc, le nombre de nucléons de radium qui est égal à 226 égale la somme des deux nombres de noyaux pour les produits. 222 plus 4. Donc, 222 plus 4 égale à 226. Même chose, 88 égale 88 protons ou bien 86 protons plus 2. Donc, il y a la conservation de nombre de nucléons et la conservation encore de nombre de protons ou bien de la charge. Deuxième question, on doit déterminer la perte de masse. C'est quoi la perte de masse? Et il faut, dans ce cas, il faut faire attention, c'est-à-dire lorsqu'on fait notre delta M, dans ce cas, est appelé la perte de masse et non pas le défaut de masse. Donc, il faut distinguer entre les deux. Delta M, qui est la perte de masse, qui est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Mais lorsqu'on parle de défaut de masse, dans ce cas, on parle seulement d'un seul noyau et delta M qui est égal à ZMP plus A moins ZMN moins la masse du noyau. Donc, il faut bien faire attention pour cela. Et delta M, lorsqu'on trouve calculer delta M, c'est quoi cette delta M? Est-ce que delta M est le défaut de masse pour un noyau, ou bien lorsqu'on parle de la réaction, de la transformation nucléaire, delta M est appelé la perte de masse. Donc, la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Pour les produits, le radon et l'hélium, la masse du radon plus la masse de l'hélium moins la masse du réactif qui est le radium dans ce cas. Faisons l'application numérique 221,9702 plus 4,0015 moins 225,9770 égale moins 0,053 U unité de masse atomique. Troisième question, on doit déterminer l'énergie libérée par cette transformation nucléaire. Mais avant ça, on doit premièrement déterminer l'énergie de la désintégration delta E qui est delta M c carré. Et encore delta M est la perte de masse. Donc application numérique delta M égale moins 0,0053 fois U c carré. Et U, lorsqu'on remplace delta M par cette valeur, on trouve l'unité U c carré. U c carré égale à 9931,5 MeV. Donc, on trouve que delta E, l'énergie de la désintégration, égale à moins 9,94 MeV. Le système libère une énergie, donc, qui est l'énergie libérée. On utilise seulement la valeur absolue pour delta E, qui est égale à 9,94 MeV. La deuxième méthode, on utilise les énergies de liaison des noyaux. Donc, la somme des énergies de liaison des noyaux initiaux, c'est-à-dire pour des réactifs, moins la somme des énergies de liaison des noyaux formés. Donc, c'est-à-dire c'est l'inverse pour le cas de l'utilisation des masses. Lorsqu'on utilise des masses, on fait la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, le tout fois c carré. Mais lorsqu'on veut utiliser les énergies de liaison, on fait la soustraction entre la somme des énergies de liaison des noyaux initiaux, c'est-à-dire pour les réactifs, moins la somme des énergies de liaison pour des produits. E libéré, donc, égale la somme des énergies de liaison des noyaux initiaux, c'est-à-dire pour des réactifs, moins la somme des énergies de liaison des produits. La troisième méthode, on peut utiliser encore l'énergie de liaison par nucléon, puisque l'énergie de liaison par nucléon et l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons, on peut écrire que EL égale A fois E. Et on remplace donc à chaque fois EL pour
c'est dans ce cas, donc on remplace EL par A fois E pour chaque noyau. E libéré donc égale A1 pour le premier noyau qui est X1. Il a un nombre de nucléons qui est égal à A1, donc A1 fois l'énergie de liaison par nucléon de X1, qui est le premier réactif qui est un noyau initial. A2 fois l'énergie de liaison par nucléon pour X2, moins la somme des énergies de liaison des produits, moins A3 fois l'énergie de liaison par nucléon pour X3, moins A4 fois l'énergie de liaison par nucléon pour X4. Donc ça, c'est les trois méthodes qu'on utilise généralement pour déterminer l'énergie d'une transformation nucléaire. Mais on peut encore donc remarquer une quantité radioactive de masse M libère une énergie nucléaire notée E', tel que E' égale à N fois delta E. C'est-à-dire dans ce cas, on peut encore, si on a dit que delta E est l'énergie libérée par un seul noyau, mais lorsqu'on a une quantité ou bien un échantillon qui contient une masse M, c'est-à-dire il y a un nombre N de noyaux dans cet échantillon, donc dans ce cas, l'énergie libérée par un échantillon de masse M égale E' égale à N fois delta E. Donc toujours on utilise cette relation E' égale à N fois delta E, avec N le nombre de noyaux qui se trouvent dans l'échantillon radioactif de masse M, N égale à M fois Na sur M. On peut encore déterminer E' en utilisant toujours cette relation, mais on peut déterminer la quantité si on a une quantité de N mol, un nombre de moles. C'est-à-dire, dans ce cas, on remplace N par petit n qui est M sur M, qui est le nombre de moles, fois le Na, etc. Donc, à chaque fois, on utilise cette relation, on remplace N, qui est le nombre de noyaux qui se trouvent dans l'échantillon, on le remplace par les données, soit M, soit petit n, soit c'est la concentration par exemple pour dissolution, etc. Le diagramme énergétique. Soit la réaction de désintégration suivante. X1 plus X2 donne X3 plus X4. X1 plus X2 donne X3 plus X4. C'est quoi le diagramme énergétique? Le diagramme énergétique, c'est-à-dire on détermine comment l'énergie varie-t-il, comment ou bien on détermine la variation de l'énergie pour se transformer en système X1 plus X2 vers le système X3 plus X4. Donc premièrement, pour le premier système qui sont des réactifs, X1 plus X2, il aura une énergie initiale EI qu'on peut déterminer en utilisant la première relation d'Einstein qui est E égale à mc carré. M, la masse dans ce cas égale à la masse du X1 plus la masse du X2, le tout fois C carré pour déterminer E initial. Donc E initial égale à M de X1 plus M de X2, le tout multiplié par C au carré. Pour aller de X1, X2 vers X3 vers X4, il faut premièrement dissocier X1 et X2. Donc pour dissocier X1 et X2, on ajoute une énergie qui est appelée l'énergie de liaison. L'énergie de liaison, d'après la définition, est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier. Donc pour dissocier X1, on doit ajouter une énergie ELX1, donc lorsqu'on ajoute ELX1 à EI, ça est pour dissocier X1. Même chose, il faut encore dissocier X2. Pour dissocier X2, on ajoute une énergie EL de X2. Donc après ça, on obtient des nucléons isolés, c'est-à-dire A1 plus A2 qui est égal à A3 plus A4 nucléons isolés, et encore, ou bien séparés, X1, Z1 plus Z2 égale à Z3 plus Z4 protons séparés encore. Donc, dans ce cas,
on obtient des nucléons séparés. Comment on forme des noyaux X3 et X4 d'après le nombre de nucléons séparés qui est A1 plus A2, qui est A3 plus A4 encore. Donc pour cela, on a dit que l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour le dissocier, mais dans ce cas, on veut le construire et non pas le dissocier. Donc pour construire ou bien pour former un noyau X3, il faut soustraire une énergie ELX3. Donc moins ELX3, c'est-à-dire on fait la soustraction de ELX3 de l'énergie de ce niveau pour former X3. Même chose pour former X4, on soustrait EL de X4, donc moins ELX4. Et à la fin, on trouve un autre système qui compose X3, ou bien qui contient X3 plus X4 de l'énergie finale, E finale, qu'on peut encore déterminer en utilisant les masses des deux produits, c'est-à-dire la masse de X3 plus la masse de X4, le tout fois C au carré. Donc ça, c'est le diagramme énergétique. Comment on détermine delta E, qui est l'énergie de la réaction ou bien de la désintégration? La réaction de l'énergie est la différence entre E final et E initial. Donc delta E égale E final moins E initial. Et souvent delta E serait négatif pour des transformations spontanées et toujours négatif. Et encore, on peut encore trouver delta E négatif pour les réactions de la fission ou bien de la fusion nucléaire. Et surtout, souvent, pour les transformations spontanées, delta E est toujours positif. Et pour cela, on a faire cette flèche vers le bas, c'est-à-dire que l'énergie finale est inférieure à l'énergie initiale. Et tout ça, c'est ce qu'on a pour la leçon de noyau masse et énergie de la deuxième bac année sciences biof, la partie de la chimie. Merci pour votre attention. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc merci pour votre attention.